Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, Beach Party! Beach Party! Saison... Sur Twitch en direct, saison 8, épisode 9. JF est là, Pierre est là, tout le monde est là. Vous êtes là dans le chat de l'autre bord, vous êtes nombreux. Antoine, Vincent, Cyril Ron, Alex, Temple du Meeple, Ben Jet, toute la marmaille est réunie. Alex G, merci beaucoup d'être là. Cyril Ron, bien entendu. Tout au long de l'épisode, là, vous pourrez participer dans le chat avec plaisir. On va essayer de regarder ce qui se passe. Et nos invités aujourd'hui, c'est vous dans le chat. Alors, c'est le party de fin de saison, la saison 9, saison 8. Saison assez spéciale. Premièrement, salut les gars, salut JF. Salut Simon, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, yes, yes. Yes, et salut Pierre! Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en live, que je suis pas venu en live avec toi, je suis content. Ben oui, effectivement, ça fait un petit bout, c'est cool, c'est le fun. Hein? La dernière fois, je pense que c'était l'épisode 100. Non, on a fait quelques petits lives, mais épisode 100, ça c'était tout un délire. Donc aujourd'hui, ça va être juste un petit peu plus relax. Mais on a le nouveau team complet. C'est la première fois qu'on est les trois dans le podcast. Hein? Le team complet avec JF et Pierre ici présent. Salut Pierre. Salut messieurs. Oh, un homme de peu de mots. Non, mais on était les trois dans la caverne. Ouais, mais dans la caverne, c'était différent. Là, on était à l'extérieur, on était quelque part. C'était pas comme un épisode là où on est tranquille puis on parle de jeux. C'était montre-nous tes jeux, Pierre. C'est épique. D'ailleurs, c'était assez fou là, comme expérience. J'y pense encore souvent. Et les vidéos, les gens ont beaucoup regardé les vidéos sur YouTube là, parce que c'est quelque chose. Bon, ok, c'était fait avec les moyens du bord, on s'entend là. Un peu de ghetto, on l'a dit quelques fois. Mais sinon, c'était... je pense que les gens ont beaucoup apprécié là, de voir cette chose-là. Là. Ouais. Ben, on va vouloir refaire l'expérience, je pense, quand ça va être possible. Absolument. D'ailleurs, la première idée, c'était d'aller jouer à des jeux chez Pierre. Et comme de parler des jeux qu'on jouait, puis tout, là, c'était un peu... déjà qu'on a été là, en zone orange-rouge, pour le faire, on a quand même voulu garder nos distances. Puis on est resté seulement 12 heures enfermés dans la caverne. Bon, ben, c'est là, on est là pour le... sorti 2 semaines après, hein. C'est correct. C'est ça, c'est correct. On est là pour... dans le chat, vous êtes là, bien entendu. On est là pour la dernière fin de la saison 8. Ça va être très, très cool. On va avoir quelques invités quand même qui vont venir aujourd'hui. Et ça va être la formule party. Ça veut dire que les gens apportent un sujet. On ne sait pas c'est quoi le sujet. Ils nous l'exposent et on en parle pendant le temps que ça durera. Une vingtaine de minutes environ. Sinon, avant de se lancer dans le cœur des sujets, vous savez, il y a toujours comme plein de couches et de couches d'étapes à discuter là, avant de se lancer. J'aimerais ça prendre un petit moment, pas parler de la COVID pendant 1 heure, là, mais juste faire un genre de recap de la dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'état du monde du jeu en ce moment? J'étais curieux de vous entendre là-dessus, savoir un peu votre année, comment ça s'était passé par rapport au jeu, juste une petite discussion rapide sur le sujet. Pierre, je vais te tendre la parole tout de suite à ce sujet-là. Tu vas sauver du temps. C'est ça, exactement. Je vais penser à ce que je vais dire, je vais prendre quelques notes. Puis... Ouais. Le monde du jeu essaye de survivre, forcément. Je pense que la meilleure démonstration qui a été faite, c'était il y a 2 semaines avec le salon des scènes virtuelles. J'ai pas vu ça. Ah non? Non, c'est pas vrai, je vais en parler tantôt. Ouais, le salon des scènes virtuelles, s'il y en a qui l'ont vu, c'est parce qu'ils sont des oiseaux de nuit. Parce que même si le salon des scènes était démocratisé sur l'Internet, ça reste qu'on était quand même aux heures de l'Allemagne. Alors, si vous y assistez live à ce qui se passait, il fallait se lever à 4 heures du matin. Et ça finissait vers l'heure du midi. Maintenant, moi, personnellement, j'ai assisté à aucune
aucune diffusion des scènes par Internet parce que, dans le fond, je travaillais. Et quand la fin de semaine est arrivée, j'avais déjà d'autres plans. Mais reste quand même que je pense qu'ils ont eu, d'après moi, une bonne cote, mais je pense pas que ça a été absolument un succès retentissant. Parce que comme ça. J'essaie d'être politiquement correct, là. Parce qu'on est d'après tout dans une semaine politique. Mais. Je pense qu'on n'a pas un podcast de politique, là, sinon. Ben, au moins, on aurait des choses à dire, hein? Ouais. Qu'est-ce qui est sur le jeu, c'est ça? Mais bon, c'est ça. Je pense que le monde du jeu est en train de s'adapter à ça, mais en tant que tel, je pense pas que le monde du jeu en souffre pour autant. C'est pas parce que SN a comme plein d'autres tentatives de rassemblement de jeux qu'on voit en temps normal. C'est pas parce que SN a eu son échec lui aussi qu'on commence à constater que le monde du jeu perd des plumes. Au contraire, je l'ai même dit la dernière fois que j'ai fait une chronique dans le cadre de la grand-messe, que les jeux de société gagnent en santé quand il y a des crises. Parce que les gens étant en crise coupent leurs habitudes qui vont entretenir en temps normal et puis ils vont se tourner vers les jeux. Et c'est là, après ça, qu'on va les voir rayonner. J'aime beaucoup cette théorie-là. T'en as parlé plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment élaboré. Là. Est-ce que c'est ça ton sujet d'aujourd'hui, de la chronique de demain ou De la chronique de demain, tu dis? Ouais, ben mettons de tantôt. Là. Oui, c'est plus ça. Non, c'est pas ça mon sujet. Ok, parce que j'aurais aimé t'entendre un peu sur justement, juste expliquer un petit peu plus les causes, tu penses, qui créent une effervescence du jeu en période de crise. Juste quelques exemples plus concrets là, pour que les gens puissent l'imaginer un peu plus. L'exemple le plus concret, je pense que je pourrais vous le ramener sur la table, c'est quand vous m'aviez invité au Job, quand vous m'aviez fait une entrevue au Job, je vous avais parlé du phénomène du nesting qui est apparu en 2001, qui a succédé au phénomène social du cocooning qui a dominé les années 90. Et le cocooning, c'est ce phénomène, pour ceux qui peut-être s'en rappellent, nous confinait dans nos chambres à coucher et nous... c'est une nouvelle réalité pour les gens, à vrai dire, parce que c'était la montée en puissance d'Internet. Et comme la montée en puissance d'Internet se faisait, les gens devenaient de plus en plus accrochés à leur écran d'ordinateur et passaient de plus en plus de temps sur leur écran d'ordinateur. Et ça, c'est sans compter l'expansion des jeux vidéo des années 90, qui avaient connu leur âge d'or dans les années 80. Donc, les écrans dans les années 90 sont devenus le hobby par excellence. Les écrans personnels, je parle pour les écrans de cinéma. Et ça a fait en sorte que la chambre à coucher est devenue le symbole du nouveau hobby qui était répandu. Et le sexe. Le sexe, peut-être, mais quand personne n'était dans la chambre autre que vous-même, tout ça, ben, ça donnait le cocooning. Et quand 2001 est arrivé, c'était... Le sexe. Excusez, désolé. Je me suis laissé emporter. Là. C'était le party. Moi, je bois du rhum coke depuis quand même un petit bout. Là. Depuis que je suis levé, mettons. Oui. On entend une AML aussi, qui est une bière du matin. Le cocooning a fait sa place au nesting en 2001, parce qu'en 2001, il est arrivé tout ce qu'on sait, le 11 septembre 2001. Et ça l'a réveillé les esprits et ça l'a provoqué les gens, surtout aux États-Unis, comme quoi, si vous restiez chez vous, ça ne voulait pas dire que vous étiez en sécurité. Donc, il y a eu une recherche de contact social qui s'est faite petit à petit de 2001 à 2010 et les gens sont vraiment devenus plus ouverts à se rassembler et à se solidariser devant des menaces éventuelles qui pourraient arriver. Donc, qui dit solidarité dit transfert de hobby. Et qui dit transfert de hobby, dit transfert de pièces de hobby. Et on est porté la chambre à coucher à la cuisine. Et la cuisine est devenue la salle où les passe-temps se faisaient un peu plus. Dans une cuisine, il y a une table. Sur une table, on met des jeux. Donc, les jeux de société, si vous avez vu l'explosion du marché des jeux de société en 2007 et 2010 ensuite,
ben, c'est simplement les relents de ce qui s'était tramé depuis 2000. Oh! Conclusion intéressante, effectivement. Ben, merci beaucoup. Juste pour conclure là-dessus, toi, comment t'as vécu? Est-ce que t'as joué à des nouveautés puis tout ça? Parce que là, on se dit en 2020, il y a quand même des nouveaux jeux qui sont sortis à part Quattle, là. Y a-tu des gens qui ont joué à d'autres choses? À part quoi d'autre, tu dis? Ouais, non, mais on a Étienne Sand dans le chat, justement, fait que faut quand même mentionner ce chef-d'œuvre québécois qui a été trending numéro 1 sur BGG pendant quelques jours. Ça, on va en reparler plus tard, mais c'est un exploit incomparable. Oui, tout à fait. Là, tu me lances la barre pour savoir les jeux que j'ai joués, c'est ça? Non, non, pas obligé de me répondre. Je sais que t'en as sûrement pas joué beaucoup, fait que je veux pas qu'on se commette là-dessus. Là, je veux juste savoir justement, est-ce que tu avais l'impression que c'était plus difficile de jouer à des nouveaux jeux? Est-ce que tu avais quand même des occasions de le faire? Comment tu voyais ça comme individu? Là? Ah non, ben j'ai pas eu tant que ça de difficultés, je te dirais. J'ai quand même eu l'occasion de jouer à quelques jeux, mais ça fait quand même déjà un mois parce que, bon, on sait, on est en zone rouge au Québec à l'heure où on se parle, en ce 7 novembre 2020. Donc, les nouveaux jeux que j'ai joués, je te dirais que c'est surtout soit en ligne, soit ben, en direct au mois de septembre. Je te dirais que les deux qui m'ont le plus marqué, il y a Imperial Struggle. Imperial Struggle, qui est le succès spirituel de Twilight Struggle. Pour ceux qui nous écoutent, Twilight Struggle est un jeu qui a fait beaucoup de bruit il y a déjà 15 ans parce que ça a été même pendant un bout de temps le numéro 1 sur Board Game Geek. Gros jeu qui est sur la thématique de la guerre froide. Un jeu que JF adore d'ailleurs. Ce qu'on essaye de... Très bon jeu. Oui. Tu me dis qu'il y avait une suite, j'étais même pas au courant. 2020, Imperial Struggle. Imperial Struggle qui est fait par les mêmes auteurs, mais là, cette fois-ci, on se transporte dans les guerres franco-anglaises qui se déroulaient de 1600 à 1800, je dirais. Et c'est, dans le fond, la tentative de se départager le monde entre les Anglais et les Français. Et bien sûr, là-dedans, on a nous. Donc, on fait partie des trophées de chasse, je te dirais. On est des théâtres de guerre dans ce jeu-là. Et on pourrait penser que c'est comme Twilight Struggle, mais juste dans une autre période. Mais non, c'est pas ça. Il y a des petits clins d'œil à Twilight Struggle. On sent quand même que ce sont les mêmes auteurs qui ont fait le jeu. Mais c'est une dynamique beaucoup plus territoriale, moins hasardeuse, plus massive. Je dirais que si vous vous attaquez ce jeu-là avant de jouer à Twilight Struggle, vous allez avoir une pente assez aride pour apprendre le jeu. Même si les règles sont quand même différentes suffisamment de Twilight Struggle, ça reste que si vous avez joué à Twilight Struggle avant, vous allez quand même avoir une plus grande facilité à intégrer le jeu, parce que moi, quand j'ai joué, je me souviens très bien qu'après qu'on ait lu les règles, et j'étais avec le Gandhi du jeu. Le Gandhi du jeu, pour une des rares fois, me dit « OK, je pense qu'on va avoir du stock à lire. » Oh, ok, c'est rare qu'on entend le Gandhi du jeu dire ce genre de propos, en fait. Là. Ouais, le Gandhi du jeu est toujours très confortable devant n'importe quel jeu. Mais Imperial Struggle, non, ça l'a impressionné. Ça l'a impressionné à ce point-là, même que lui, il en a fait son jeu de l'année, je pense. Donc oui, effectivement, c'est une pièce maîtresse. C'est un jeu, je pense, qui mérite mention. L'autre jeu que j'ai joué, c'est pas vraiment juste une extension, c'est la nouvelle extension de Seven Wonders Duel. L'extension Agora, qui est apparue à SM. Et qui est une extension, je ne sais pas si vous avez joué à Seven Wonders Duel, probablement. Je ne sais pas si vous avez joué l'extension Seven Wonders Duel, par contre la première, qui est l'extension Panthéon. Panthéon, ouais, c'est ça. Avec les dieux, qui est une extension absolument parfaite. C'est rare qu'on peut dire que des extensions sont parfaites, mais celle-là est parfaite. C'est-à-dire qu'une extension, pour qu'elle soit parfaite, absolument, c'est qu'elle ne doit pas faire de l'ombre au jeu original. Et elle ne doit pas non plus se sentir, elle ne doit pas être ressentie comme un ajout inutile.
Et c'est vraiment ça que cette extension-là fait. Elle, elle enrichit ce Wonders Duel à merveille. Maintenant, la nouvelle extension, je ne dirais pas qu'elle en fait autant. Disons qu'elle varie les façons de faire. Elle rajoute des cartes à prendre parmi les nombreuses cartes qu'on peut prendre et elle rajoute une condition de victoire supplémentaire, c'est-à-dire celle de victoire politique, parce qu'on a un agora, comme le titre l'indique, où on doit essayer d'avoir des majorités de présence pour contrôler un Sénat, pour essayer d'être politiquement fort. Ce que ça fait, ce Sénat-là, outre le fait que si vous le contrôlez au complet, vous gagnez immédiatement, ce que ça fait, c'est que quand vous occupez des sections du Sénat en étant majoritaire, il y a 6 sections et chacune des 6 sections va vous donner un pouvoir en permanence tant que vous occupez la majorité dans la section. Et ce pouvoir-là peut être quand même assez intéressant parce qu'il peut vous donner, par exemple, ça peut être des pouvoirs, par exemple, qui vont vous dire chaque fois que vous ramassez une carte bleue ou chaque fois que votre adversaire ramasse une carte bleue, ben, vous ramassez de l'argent. Et même chose pour les cartes vertes. Les cartes rouges, ça peut être aussi une section qui va vous dire payer une ressource de moins pour faire vos merveilles. Donc, c'est des petits ajouts qui sont intéressants à exploiter. Et il y a aussi des grosses cartes qui ont rajouté des grosses cartes très, très puissantes, aux effets très forts. Si vous activez les sections du Sénat. Le problème, par contre, c'est que ces grosses cartes-là coûtent très cher à activer. Donc, si vous voulez les faire, ben, il faut s'investir. Quelqu'un l'avait callé dans le chat! C'était Ben Jet 7. Pierre, un homme de peu de mots, mais pas pour longtemps. Faut faire attention quand on lui pose une question, parce que vraiment, il nous amène. Mais c'est super, belle description. Mais t'avais aussi beaucoup joué, je crois, à Aristeia. Je sais pas si ça c'est un jeu de l'année ou c'est un jeu qui date de plus longtemps. Ou... Ben, c'est un jeu qui date de 2017 déjà, donc ok. Mais Aristeia, ben, j'ai joué par contre à un autre jeu des mêmes créateurs. Des créateurs similaires, je pense. Est-ce que c'est des créateurs? Non, je pense que c'est les Italiens finalement qui l'ont fait. Qui s'appelle Sky Tier. Qui lui est plus nouveau. C'est un jeu. D'arène aussi ou... C'est un jeu d'arène aussi. C'est un autre MOBA sur table. C'est plus un MOBA sur table qu'un jeu d'arène. C'est bien, mais je dirais que c'est pas. J'ai pas été convaincu qu'Aristeia. Aristeia, je sais que tu affectionnes énormément, Simon. Et je suis sûr que GF adorerait aussi. Mais pour ceux qui sont amateurs du style, c'est une belle bête ludique. C'est une des meilleures réussites dans son domaine, je dirais. Super. Ben, GF, je te renvoie la même question. Ben écoute, moi ça a été un été relax au niveau du jeu de société. C'est sûr que là, Pierre, il semblait très positif là, sur l'industrie du jeu et le fait que dans les moments de crise, le jeu augmente. Moi, ce que je vois, c'est que en réalité, il y a moins de jeux qui sortent, il y a moins de gens qui jouent à des jeux, puis c'est plus dur de pouvoir se rassembler puis de jouer à des jeux en vrai. Fait que oui, il y a toute cette transition qui s'est faite vers Tabletop Simulator, qui est au moins une façon là, de pouvoir continuer à jouer, puis ça amène quand même des points positifs dans le sens que on peut faire des zones proto à travers le Québec. Hein? Ouais. Donc, on peut inviter tout le monde. Ça rassemble le Québec. C'est vraiment le fun. Sauf que ça reste que jouer sur Tabletop Simulator, c'est vraiment pas la même expérience que jouer en vrai. Puis, j'ai eu des expériences correctes, mais j'ai eu des expériences comme vraiment difficiles avec Tabletop. Puis, il y a des jeux qui sont vraiment... pas jouable, pratiquement. Vraiment pas jouable. Après, bon, c'est sûr que plus tu es à l'aise avec Tabletop, plus ça rend le tout facile, mais ça reste que c'est un obstacle. C'est un obstacle pas juste pour moi, je pense pour beaucoup de gens. Donc, ben c'est ça. Moi, c'est sûr que je trouve qu'au contraire, c'est un peu au ralenti. Il y a moins de jeux qui sortent. Les éditeurs sont un peu plus frileux. Ils ont peut-être repoussé plus de jeux. Fait que je pense pas que... Ben, tu sais, c'est sûr que le hobby en souffre en ce moment, selon moi. Je pense que quand ça va être terminé, il n'y aura pas nécessairement de séquelles négatives. C'est-à-dire que je pense que l'industrie du jeu va être capable de repartir puis de revenir un peu comme avant, sauf que, tu sais, pour vrai, j'ai pas regardé les chiffres, mais je suis pas mal sûr que
dans les 10 dernières années, c'est la première année où on n'est pas en croissance au niveau des ventes ou de la quantité de jeux sortis. Ça faisait 10 ans qu'on avait un 20 à 30% de plus de jeux sortis à chaque année. Là, je pense que cette année, ça va couper un peu cette lancée-là. Est-ce qu'on va être capable de reprendre après puis de revenir? Je pense que oui. Ça dépend à quel moment on va pouvoir se voir, mais le jeu de société, c'est un médium qu'on se rend compte qu'on est là en physique, un à côté de l'autre. Fait que tant qu'on peut pas faire ça, pour moi, c'est assez problématique. Ça a fait, oui, en sorte que j'ai joué plus à des jeux que j'ai chez nous ou des jeux que j'ai déjà joués que des nouveautés, vu la difficulté là, d'accès. Donc, ce soir-là. Super, ok. Oui, c'est une bonne vision aussi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est clair que jeu de société, ça inclut société. Je pense que le temps de jeu à la maison avec la famille a sûrement beaucoup augmenté, par exemple. Probablement beaucoup, mais celui entre amis a vraiment diminué. Pour moi, ce que je trouve l'impact que ça va avoir, c'est... Pierre parle d'effervescence et tout ça. Moi, je le vois au niveau des auteurs. Les gens qui font des jeux ont maintenant plus de temps pour en faire. Plus de temps pour expérimenter, pour avancer des designs, pour mettre des efforts là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est ça que dans 1, 2, 3 ans, on va voir les répercussions de qu'est-ce qui se produit en ce moment. D'ailleurs, c'est un peu mon sujet de plus tard, donc je pourrais y revenir à ce moment-là aussi. J'avais 3-4 sujets. Là. Je voulais parler de celui qui était le plus approprié là, en fonction de la circonstance. Sinon, cette année, j'ai effectivement pas joué à grand-chose de nouveau. Un de mes highlights, là, si on peut dire que c'est une nouveauté, c'est Rallyman GT. Jeu de course de rallye, là, en fait. Là. Quand même assez cool. Je vous dis que c'est mon coup de cœur de l'année. Je l'ai quand même déjà échangé, en fait. J'ai juste de l'échanger. De m'en départir, là. Parce que justement, je vois personne, puis je joue plus à des jeux. Fait que là, il y en a plein qu'il fallait que je fasse rouler un peu la collection. Mais très bon jeu de course, là. Fluide, mais stratégique aussi. Au final, moi j'aime mieux les jeux de course plus explosifs, là, mais celui-là, il est quand même assez rapide malgré tout. Des belles décisions, bon roulement de dés, c'est excitant. Et là, on a dans le chat quelques questions. Je vais pas y aller tout de suite avec ça. Je vais les lire un peu pendant les chroniques, puis on va y revenir après. Mais merci, continuez de participer entre vous. Là, ça nous fait plaisir de lire ça. On voit Étienne juste qui dit comment avoir plus de temps pour les protos avec 3 enfants et des grands-parents qui peuvent plus garder. Ah, ouais, ça c'est une bonne question. Pourtant, de ce que je vois, vous n'avez pas ralenti votre rythme de création. Donc, sérieusement, je sais pas d'où le temps vient. Mais c'est sûr que si on sauve... Pour moi, la vraie économie de temps en ce moment vient du... transport. 3 heures. Moi, je passais 3 heures de transport par jour. C'était beaucoup, là. Mais même quand j'en passais moins, j'étais presque à 2 heures. 2 heures de transport. Fait que, tu sais, tout le temps, oui, tout le reste de la vie n'est pas changé. Mais le transport, ça l'a... Oui, il y a plein d'endroits où tu peux grappiller du temps. Mais ça, c'est gratuit, là. Tu sais, c'est comme bang, là, tu viens de l'avoir, là. Fait que ça, je pense que c'est non négligeable comme opportunité à saisir. Ça va être difficile de revenir à 2 heures, 2 ou 3 heures de transport par jour après ça. En fait, c'est sûr que ça reviendra jamais à ça. Ça va changer bien des choses. C'est sûr que non, en fait. Je peux pas. En fait, c'est sûr que non. Ça peut pas revenir à ça. Puis mais ça peut pas non plus être totalement qu'est-ce qu'on est en ce moment, parce qu'il y a quand même. Il y a des choses que les gens aiment moins dans cette circonstance. Sinon, un des jeux, et là je veux pas faire le têteux comme on dit, mais un des jeux auxquels j'ai beaucoup joué cette année, et je l'ai joué surtout en début d'année, c'est en début de pandémie, c'est le jeu Roll and Cook, qui est un jeu fait par Gobbin. Donc, fait par Gobbin ici présent. Pas ici présent malheureusement, peut-être qu'il va être là ce soir, mais un auteur d'ici qui est pas vraiment un auteur de jeu en plus, puis qui a popé ce jeu, un roll and ride comme il y en a pas beaucoup, qui est vraiment unique. Donc c'est gratuit en ligne, Roll and Cook. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça a été mentionné sur plein de groupes, il est dans plein de listes sur BGG, dans plein de geek lists. Il y a eu quand même beaucoup de bruit autour de ce roll and ride là particulièrement. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Alors, on est prêt, on se lance. En même temps, c'est un épisode de chronique hein, et de vagabondage. Donc, on se lance comme on peut. On est prêt. On est prêt pour depuis tantôt, fait que ça la va. première chronique officielle de ce party de fin de saison. Mais avant, le tournoi international de Can't Stop. Can't Stop à Playa del Maya. Nous sommes là pour la deuxième demi-finale. Bien entendu, pensez pas que ça se passe live, là, c'est déjà arrivé. Nous, on vous relate qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, dans le fond, on pensait pas que ça arrive live. C'est arrivé il y a quelques mois. Oui, c'était en plein confinement, mais c'était zone orange. On était en République dominicaine, tout le monde. On avait des masques. C'était cool. C'était quand même respectueux des règles de distanciation. C'est sûr que dans un tout inclus, à un moment donné, on perd un peu le contrôle. Mais bon, que voulez-vous? Des choses qui arrivent. C'était vrai en général, sauf pour cette partie. Hein? Sauf pour cette partie. La demi-finale la plus sérieuse! Ben, la plus sérieuse, mais tu sais, autant l'autre demi-finale, c'était la demi-finale la plus respectueuse, deux personnes droits, vraiment, tu sais, sympathiques et tout. Ouais. Dans celle-là, c'était une game d'intimidation. Je dirais, là, il n'y a pas eu de... C'était pas du funny. Les partisans de Melinda étaient présents, ils ont enlevé leur masque, ils gueulaient, ils lançaient des shit au maître marionnettiste. Ouais, attends, là, c'est ça, là, on va juste dire, là, c'était Melinda contre le maître marionnettiste Pierre-Louis de A2 Game. Deux personnalités très différentes, mais deux gens qui étaient là pour la victoire, là, quand même. Ouais, victoire, puis le maître marionnettiste, il n'est pas du genre à se faire intimider facilement, mais il s'en mêlait un petit peu dans ses cordes. Là, ouais, mais il était beaucoup. Hein, quand t'as une foule qui te crie après comme ça, c'est toujours plus tendu, là. Ouais, il s'approchait de lui, pas de masque et tout, puis là, il était... Ouais, non, c'était limite. D'ailleurs, il y a eu un petit... je pense que le farfadet du jeu a comme punché en tout cas, je sais pas s'il l'a poussé. On va dire qu'il l'a poussé. Après, il y a une fête au loin. Au moins, les autorités locales ont agi assez rapidement. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas le genre d'attitude que j'aime ça voir. Hein. Tout se passait bien. C'est un beau tournoi. Puis là, de la grosse agression. Mais écoute, c'est quand même un bon match. Là, oui, le maître marionnettiste, un joueur de piano du lancer de dés, tu sais, et du regard, hein, tout était dans la présentation. On était sur la plage, mais il était bien habillé. Il avait son petit veston, tu sais, bien présenté, la petite moustache, exactement. Il était propre, son verre de lait, tu sais, tout était bien en règle, tu sais. Puis il a quand même gagné la première rangée, la rangée numéro 3. À Can't Stop, là, quand tu commences puis tu gagnes la rangée numéro 3, tu sais que c'est un bon début de game. T'es comme, oh yes, j'ai la 3. T'sais, là, t'es comme, parfait, maintenant j'attaque les grosses affaires. Mais, on le dira jamais assez souvent. Hein? Melinda, GF. Non, c'est une vraie brute. On sait pas comment elle fait, mais écoute, on dit qu'elle contrôle les dés par la pensée, mais écoute, Arlene, je pense que c'est vraiment son fan club qui donne autant d'énergie parce que on sait pas de où ça vient ici. Non, elle a gagné la 7, elle a gagné la 8. Fait que là, les maîtres marionettistes se retrouvaient un peu les mains vides et finalement, elle a remporté là, la 10, si je me souviens bien, ou la 9. C'est la 9 ou la 10. Ça s'est bien... Elle a terminé ça, tu sais, c'est une professionnelle. Et ça, c'est la différence entre les amateurs et les professionnels. Tu parlais là, d'affaires qu'elle contrôlait les dés. Ça m'inquiète un peu. J'ai des frissons d'ailleurs. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Pas vraiment. Mais parce que là, je me suis dit, c'est peut-être le premier mutant. Puis dans le fond, elle a le pouvoir de contrôler les dés. T'sais, quelle affaire. C'est comme le premier mutant de l'humanité vient gagner des tournois de balado ludique en République dominicaine. Ça a de l'air comme si c'était pas vrai. T'sais, ça pourrait être... c'est presque trop exagéré. C'est ça, c'est trop pour être vrai. C'est surréaliste. Fait que tu sais, elle a gagné le tournoi de Ricochet Robot et elle se retrouve en finale. Elle sera en finale contre le ludologue. Ce qui est fou, c'est que c'est la même finale que Ricochet Robot. Ludologue, Melinda.
Clash of the Titans! La revanche! Est-ce que le ludologue pourra revanche. prendre sa revanche sur Melinda? Ça sera, on vous le dira au prochain épisode. Prochain épisode, c'est la grande finale, alors manquez pas ça. Bravo à Pierre-Louis, là, maître marionnettiste, qui a quand même mené un très beau combat. Mais sérieusement, on se demande même est-ce que le ludologue peut battre Melinda. C'est la question qu'on se pose. Rendu là, ouais. On va investiguer l'affaire des mutants. Peut-être que t'as une piste, là. Ouais, ça me fait peur un peu. Je suis un peu nerveux par rapport à ça, mais bon, c'est ça. OK, fait que, ben, on est prêt à commencer le party de fin de saison de Balado Ludique. Boum, boum! Et on lance ça en grand avec le nouveau membre de Balado Ludique depuis la saison 8. Bien entendu, j'ai nommé Zendor P7, l'historien du jeu, la légende, Pierre Poisson-Marquis. C'est bien moi, ça. Oh oui. Bon, alors, chronique pour cette nouvelle participation. Quoi d'autre que l'élection américaine pour faire une chronique, n'est-ce pas? Oh! Alors, j'ai décidé, messieurs, de vous faire un portrait des jeux de société à travers Je pourrais vous faire un portrait des jeux de société à travers les élections point, le système politique, parce que les jeux de société en sont vraiment friands, je crois. Il y a eu quand même une trollée de jeux de société sur le sujet de la politique et de l'activité politique depuis les 100 dernières années. Même plus que depuis les 100 dernières années. C'est très, très inspirant pour les jeux de société, la politique, parce que c'est un jeu en tant que tel quand vous pensez à ça. C'est quand même, ça a ses règles, les élections, et ça a ses perdants et ses gagnants, et ça a même ses équipes, et ça a ses stratégies. Donc, tout ça, ça fixe déjà le décor pour faire un jeu sur une table avec un plateau, puis des cartes et puis des dés. Les Américains, vous vous en doutez, les inventeurs de l'industrie du jeu de société, ont très tôt fait des jeux de société sur la politique. Le plus ancien des jeux de société sur la politique, de quelle année vous pensez qu'il date? 930? 930? Moi, je dirais moins 200. Moins 200? Ouais, moins 200, ça serait un peu exagéré. Ah. 930, c'est tôt. On parle en fait d'un jeu qui date de 1887. Ouais. 1887, Game of Politics or Race for the Presidency, ça s'appelle. C'est un jeu qui a été créé par un couple, James Clark, Jenny Clark. On ne sait rien d'autre du couple. Mais on sait quelque chose à propos de son éditeur, qui était la compagnie W.S. Reed Toy Company, qui est une compagnie du Massachusetts. Parce que c'est au Massachusetts, comme vous le savez, que les jeux de société dans leur industrie ont pris leur envol avec notamment Parker Brothers, qui a élu domicile là-bas, à la même époque d'ailleurs que cette compagnie-là. Et Parker Brothers, responsable de Monopoly, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, n'était pas prête à prendre le monopole de l'industrie de tout de suite. C'était cette compagnie-là, Reed Toy Company, qui était la compagnie dans ce temps-là. Compagnie qui a débuté dans les années 1880, justement, et qui est morte en 1899. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a été victime d'incendies 3 fois. Des incendies criminels ou c'était juste des accidents? C'était des accidents. Une autre époque, hein? C'est une autre époque. Alors, quand votre compagnie passe au feu 3 fois en 10 ans, à un moment donné, on va essayer de survivre, mais ça marche plus bien. Donc, ils sont morts avant la venue du prochain siècle, mais ils ont eu quand même le temps de s'affirmer avec beaucoup de jeux, dont un jeu du Ouija, entre autres, qui avait appelé Espérito. Et ça avait fait compétition directement avec le Ouija, qui était aussi un autre, qui était la même affaire, mais qui était
interpellé sous le nom de Ouija. Alors, eux, ils avaient essayé de faire... Il a fait un rip-off de Ouija. Ouais, mais ça n'a pas vraiment marché, ça les a affaiblis parce que Ouija était le nom qui a dominé. Mais ce jeu-là de politique qu'ils avaient conçu se vend encore, si vous le trouvez dans des collections. Juste le plateau va s'élever sûrement à 150$. OK. Si vous trouvez une copie intacte, vous allez probablement payer au moins 500$. C'est un jeu, c'est un produit de luxe, faut se dire quand même, les jeux de société, il y a 120 ans, si vous pensez qu'on est dans la profusion du luxe avec les figurines et puis les beaux graphismes dans nos jeux Kickstarter ces derniers temps, il fallait voir les jeux de société il y a 120 ans. C'était des produits de luxe. C'était des pièces métalliques sculptées. C'était des plateaux. Des plateaux sous forme de lithographie. Lithographie, dans le fond, c'est une photocopie couleur à partir d'une gravure dans la pierre. Alors, c'était quand même quelque chose d'assez fastidieux à faire. Mais c'est quand en 1880, tu regardes ce jeu-là, t'es comme, OK, c'était, comme tu dis, c'est un produit de luxe, effectivement. Là. Oui, c'est un produit de luxe. C'est un jeu, en plus, qui avait même pas de hasard. En fait, il y avait du hasard dans les cartes qu'on avait au début, mais à part de ça, il n'y avait rien. C'est un jeu d'enchères où on jouait des cartes pour avoir accès à différents postes de pouvoir, le maire, le gouverneur, le représentant en chambre du Congrès et finalement le président. Et plus les courses avançaient, plus ça s'éliminait parce qu'on pouvait jouer à 2, 4 ou 6 en équipe ou en solitaire. Et quand on jouait des cartes pour faire des enchères, ben, c'est simple, on faisait une carte, on jouait une carte sur d'enchère pour de l'argent, finalement. On mettait ça sur la table. L'autre joueur jouait une carte d'argent pour le même comté ou la même zone qu'on voulait avoir pour avoir des votes. Et la différence entre les deux faisait avancer le pion d'un joueur sur la piste du pouvoir. Faisait avancer le joueur qui avait gagné l'enchère, finalement. Donc, c'était très direct et simple comme jeu, mais c'était quand même fascinant parce que déjà là, on s'adressait plus à un public adulte qu'à un public enfant avec ça. Et les jeux, il faut vous dire, étaient beaucoup plus s'adresser aux enfants, les jeux de société, dans les années 1800 à la fin et jusqu'en 1930-40, les jeux de société, c'était surtout les enfants qui en profitaient. D'ailleurs, il y a eu une petite exception en Suède. 1910. En 1910, on a eu un petit jeu qui était de son temps, fait par une femme. Et c'est un jeu qui, en fait, est ni plus ni moins qu'un parcours où on a des cases de 1 à 100 et il faut juste gagner la course sur le parcours. C'est une médiocrité sans nom. Mais c'est un jeu, quand même, à la base, ça servait pour la promotion du vote pour les femmes. C'était une féministe suédoise qui s'appelle Anne-Margret Holmgren qui avait fait ça. Son jeu s'appelait le Rörstratspillet, qui est en fait le jeu pour le droit de vote en suédois. Nice, ok. Donc, ça faisait simplement la promotion des suffragettes parce qu'il faut savoir, le droit de vote pour les femmes dans les années 10 a vraiment explosé. C'est là qu'on a vu toutes les nations principales commencer à accorder aux femmes le droit de vote au même titre que les hommes. Mais, à part cette parenthèse suédoise-là, les Américains ont quand même poursuivi dans leur lancée de jeux de société sur les élections. En 1927, ils avaient des jeux un jeu de société qui s'appelait en fait, c'est pas 1927, c'est en 1931, mais il y avait une version de 1927 qui s'appelait Way to the White House. Et en 1931, ça a été réédité pour Battle of Ballots, qui est pas mal actuel à l'heure où on parle, en fait. Ah ouais? Way to the White House, et puis Battle of Ballots, c'est un jeu politique qui s'adresse cette fois-ci à des enfants beaucoup plus. Et là, on parlait de jeux questionnaires surtout. C'était très, très simple. C'était dans l'éducatif pur et dur. Pour gagner un État, il fallait simplement nommer la capitale de l'État. Et si vous nommiez la capitale de l'État, vous placiez un pion dans l'État en question. Et à cette époque-là, évidemment, les partis politiques, il y en avait 4, plus que 2, mais les 2 étaient surtout républicains et démocrates. Mais on pouvait jouer jusqu'à 4 avec ça. Et là, si on jouait à 4, on avait les indépendants.
Puis on avait aussi le Parti de la Prohibition. Et la Californie n'avait que 13 grands électeurs à cette époque. Et la Californie n'avait que 13 grands électeurs, effectivement. Le nombre de grands électeurs... Et la Floride, 6. Hey, ça, c'est troublant. Hein? Oui. C'était un autre temps, une autre époque. Et puis, c'était le même éditeur qui avait fait ces deux jeux-là, forcément. Un autre petit éditeur qui était en compétition contre les Parker Brothers et Milton Bradley de ce monde, Fairchild Corporation. Mais bon, c'est un éditeur qui s'est perdu dans la nuit. C'est probablement les deux jeux ça, qui ont fait le plus parler pour les élections parce que c'était les jeux les plus éducatifs de l'époque. Maintenant, si on avance un peu plus loin par contre, on peut se transporter cette fois-ci dans l'Allemagne. Diemaker! Bien avant Diemaker. Oh, bien avant! Bien avant Diemaker, les Allemands étaient déjà au fait avec leurs élections et leur politique parce qu'ils voulaient se sortir du marasme des nazis qui les suivaient quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée. Alors, ils ont eu tôt fait de faire un jeu de société pour essayer de sensibiliser leur public aux nouvelles réalités politiques qui allaient dominer leur quotidien. Wir spielen Regierung. Wir spielen Regierung, c'est un jeu, dans le fond, qui veut dire en allemand « jouons au gouvernement ». Et ce jeu-là, messieurs, c'est un jeu qui a une valeur pour les collectionneurs de jeux allemands autant que Full Metal Planet en a pour les collectionneurs de jeux français. Si vous cherchez ce jeu-là en Allemagne, vous allez en décrocher un pour une valeur de au moins 175 € intact. Et c'est un jeu très, très bien dans ce sens qu'il était en avant de son temps. C'est un jeu qui se déroule en 2 parties. Et dans la première partie, si vous faites des points ou si, disons, vous êtes avantagé, vous allez être... Tout ce que vous allez faire dans la première partie du jeu va se transposer dans la deuxième partie du jeu. Et les 2 parties du jeu sont, en fait, la première partie, c'est un parcours où vous allez essayer de positionner vos pions, qui sont, soit dit en passant, des petits pions avec des petits chapeaux interchangeables. Et ces chapeaux-là vont représenter si vous êtes dans l'opposition ou si vous êtes dans le parti au pouvoir qui veut se faire élire. Et vous allez ensuite vous transposer avec ces pions-là dans un échiquier, un damier, à vrai dire, où il va falloir atteindre plus stratégiquement des cases en haut du damier. Donc, c'est ça. C'est un jeu, évidemment, qui n'a jamais été traduit en anglais, ni en français. C'est un jeu purement allemand. Mais c'est une pièce de collection si vous voulez l'avoir. Je dirais le premier jeu de société sérieux sur les élections américaines, celui qui s'adresse vraiment aux gamers que nous sommes, et qui est encore une fois en avant de son temps, ça s'appelle Mr. President. Oh, ah ouais. Ah ouais. Avec Marilyn Monroe ou... Ben, c'est quand même intéressant parce que ça a été fait des années 60. Oui. Après la mort de Kennedy, par contre. Mr. President, un jeu qui date de 1967, c'est dans la compagnie 3M que ça a été fait, la compagnie que M. Saxon et M. Randolph ont aidé à partir. Donc, c'était un jeu qui s'adressait directement aux adultes. Et on le sent quand on joue à ça, que c'est un jeu pour adultes, parce que c'est quand même... C'est beau. C'est beau. On a joué à ça, Simon. On a joué à ça. C'est à ça qu'on a joué? Ouais, avec les trucs que tu mets tes votes dedans. Ouais, ok, ouais. Je pensais pas que ça s'appelait de même. Ouais, c'était très cool. Puis, moi, au début, j'étais comme, je veux être les démocrates, je veux pas être les républicains. Sauf qu'à cette époque-là, les démocrates, c'était comme les républicains d'aujourd'hui. Je me suis retrouvé à propager des trucs. Des fake news. C'est vrai. Ah oui, et puis là, t'écris sur le truc. C'était cool. C'était vraiment cool, effectivement. Un peu massif, par exemple, mais... Oui, ben c'était quand même à l'époque où les jeux de société se foutaient pas mal des tableaux de statistiques puis de dés à lancer pour savoir qu'est-ce qu'on obtient dans le tableau. Mais il y a des systèmes très très bien pensés dans ce jeu-là. M. Carmichael qui a fait ce jeu-là, qui est un auteur de jeux peu connu que pourtant, et il a fait inscrire sur sa pierre tombale auteur de plus de jeux de jeux de société qu'il a conçus. On en connaît quelques-uns. Son plus connu, c'est Mr. President, mais il y en a fait d'autres, par exemple Beat the Cat. Beat the Cat, oui.
C'était le jeu de Luca Rocco Magnotta ou? Non, c'est pas un jeu de Luca Magnotta, non, c'est... Ok. Non, c'est un jeu de skidoo, messieurs! Oh, nice. On va garder ça pour une autre fois. Là. Je te relance sur Monsieur President. Oui, tout à fait. Puis après Mr. President, ben après ça, on s'en va dans les années 70. 77 pour être plus précis. Earl Doherty, qui a fait un jeu qui s'appelle The Great Canadian Pie. The Great Canadian Pie? Là, j'ai votre attention. The Great Canadian Pie, messieurs, c'est un jeu sur la lutte pour la souveraineté du Québec quand le PQ est au pouvoir. Oh, shit. Avec, évidemment, tous les politiciens de l'époque qui sont mis en scène en caricature sur la boîte. Wow. Et dans ce jeu, vous voulez littéralement être du côté des souverainistes ou du côté des fédéralistes. Oh, shit, on voit René Lévesque avec son couteau, genre. Oui, oui, ben oui, tout à fait. Wow. Et chacune des sections du plateau se détache comme un puzzle, parce que si vous êtes indépendant, vous vous séparez du Canada. Alors, il n'y a pas juste le Québec qui peut se séparer du Canada, là-dedans, les autres provinces peuvent le faire aussi. Donc, c'est ça. Ça se ferait plus aujourd'hui, ce genre de choses. Wow! C'est un sujet controversé. Tout à fait. Ça serait assez controversé, ben, plus ou moins, mais disons que ça serait moins dans le vent que dans ces années-là, parce que là, on parle d'une année où il n'y avait pas aucun référendum qui s'était fait à date, mais le premier référendum était à l'horizon. Alors, c'est pour ça que le jeu s'est fait. Le jeu édité par Waddingtons, qui est un éditeur britannique, assez ironique. Mais c'est quand même ça. Maintenant, parenthèse, qu'on passe par le Canada, qu'est-ce qu'on a eu après ça? Ben, c'est une parenthèse vers l'Allemagne, encore une fois. Et c'est là que le fameux D-Maker est arrivé en 86. Gros jeu, s'il en faut. Gros jeu, s'il en faut, puisque c'est un jeu qui dure 4 heures. Réédité moult fois depuis, parce que c'est un jeu, oui, comme Simon semble l'apprécier, un jeu qui simule d'une façon magistrale la vie politique des Allemands. Wow, tellement un jeu magnifique! C'est un jeu que j'ai apprécié beaucoup d'ailleurs. Oui, absolument, absolument. J'adore ça. Je ne sais pas si je le trouve magnifique. Là. C'est magnifique selon le concept de Simon, là, mais il est bon. Oui, parce qu'il y a un peu de hasard dans ce jeu-là. Et ça, JF, évidemment, on sait à quel point il y a du hasard. Non, mais c'est quand même un jeu où il y a genre 8 tours, il y a 8 étapes à un tour, il se passe plein d'affaires, il y a 2 mécaniques d'enchères, tu peux forcer des alliances, oui, il y a du hasard, mais c'est pas... Mais ça, c'était en avant de son temps, ce jeu-là. Là. C'était tellement élaboré. C'est encore actuel, pratiquement tel quel. Là. Tu parlais tantôt de l'autre jeu politique allemand qui était avant son temps, mais lui aussi, là, on va se le dire. Ah oui, tout à fait. L'autre jeu aussi que je vous parlais qui était allemand, il durait 2h30. Pour un jeu de 1952, un jeu qui dure 2h30. C'est vrai. Ce D-Maker va durer 4 heures, fait par Karl-Heinz Schmiel, qui est juste un esprit brillant dans les auteurs de jeux. C'est juste dommage qu'on ne parle pas plus de lui, parce que tous les jeux qu'il a fait, c'est des pures perles d'originalité. Mais le D-Maker, dans le fond, oui, effectivement, comme vous en parlez, c'est un jeu très, très fort, parce qu'il va vraiment fouiller dans tous les aspects de la politique, autant dans les campagnes médiatiques, autant dans le financement du parti, le parti au pouvoir, le nombre de sièges que vous allez avoir dans la chambre électorale. C'est très bien. D-Maker, évidemment, ben, c'était la prémisse pour les jeux politiques qui allaient suivre ensuite. Et là, évidemment, on se lance dans les jeux plus connus, comme 1960, The Making of the President de 2007, dans le fond, le jeu de Jason Matthews et Christian Conrad, qui finalement simule l'élection présidentielle de 1960 entre Kennedy et Nixon, que plusieurs probablement ici connaissent parce que c'est un jeu aussi magistralement fait. Matthews est un auteur très connecté sur la politique, il travaille à Washington, il fait partie des fonctionnaires de Washington, et ça se sent. Il connaît la politique comme le fond de sa poche et il sait très bien comment les mettre en concept ludique. Et son 1960 The Making of the President est un jeu qui retrace très bien à travers un jeu de cartes que vous jouez, mélangé avec le plateau et les comtés américains que vous allez prendre, les États américains que vous allez prendre,
comment vous allez faire tourner la situation à votre faveur, comment vous allez jouer avec les médias, comment vous allez finalement convertir les votes et avoir les 270 requis. Et ça, ben, ça s'est suivi très, très peu de temps après par Campaign Manager en 2008, qui, Matthews s'est fait solliciter tout de suite pour faire un jeu sur les élections d'Obama avec McCain, parce qu'on savait à quel point c'était une élection historique. Alors, Campaign Manager est un jeu, finalement, qui compacte le 1960 The Making of the President dans un jeu d'une demi-heure avec des cartes. C'est quand même vraiment différent. Hein? Il n'y a pas comme le plateau central, je pense que c'est des petits boards, ça se peut-tu? C'est des petits plateaux, effectivement, avec... Pour chaque État, puis... Oui, c'est vraiment une tentative réussie d'épurer de 1960 The Making of the President. Et ça réussit très, très bien. Moi, personnellement, j'aime mieux Campaign Manager que 1960. Je le trouve plus élégant dans sa façon d'être. Il a d'ailleurs même un aspect deck building. Quand vous jouez à ce jeu-là, c'est des cartes essentiellement, mais on vous propose de jouer chacun votre paquet de cartes, selon si vous êtes républicain ou démocrate. Mais quand vous êtes habitué de jouer au jeu, vous pouvez carrément construire votre paquet avec d'autres cartes avant de commencer. Oui, ben, c'est ça. Et puis, ben, à vrai dire, ça fait le tour, je vous dirais, de l'historique des jeux de société sur les élections américaines. Je vais juste mentionner, dans le fond, Jason Matthews, c'est aussi l'auteur de Twilight Struggle. Oui. On s'entend, c'est co-auteur, là, Jason Matthews, puis... Ouais. Fait que ces autres jeux, c'est... L'autre jeu que tu parlais juste avant, ben, il y a vraiment plus une inspiration de Twilight Struggle que celui-là, je pense. Ben, à vrai dire, j'aime bien comparer Campaign Manager 1960 et Twilight Struggle. C'est un peu comme une espèce de hiérarchie. On passe du jeu très simple à un jeu moins simple à un jeu vraiment massif. Puis là, maintenant, il y a Imperial Struggle au-dessus de ça. Genre. Ouais, il y a Imperial Exactement. Puis, oui, puis Jason Matthews aussi, avec le même auteur que 1960, a fait Founding Fathers, pas longtemps après, qui est le jeu sur la création, finalement, des États-Unis. Cyril Ron en parlait justement dans le chat tantôt. Oui. Ben, très cool. Puis est-ce que là, c'est sûr qu'il y a déjà plein de jeux avec Trump dedans, là. Mais est-ce que tu penses qu'on va voir certains jeux qui vont arriver avec les élections actuelles, ou? Ça se peut. Écoute, il y a déjà un jeu de société qui s'appelle Trump the Game de 1986. Ouais, mais ça, c'est son propre jeu, là. Écoute, je ne fais pas de blague en disant que Sid Sackson avait été invité à critiquer ce jeu-là et il avait trouvé que c'était étonnant. Et qu'il avait même trouvé qu'il y avait une mécanique dans ce jeu-là qui était vraiment bien trouvée. Parce qu'il y a une mécanique dans ce jeu-là qui est une espèce de mécanique spéculative où vous devez investir dans l'immobilier, puis vous ne savez pas trop si vous allez l'avoir, puis vous mettez vous faites une surenchère de prix dans une espèce de boîtier. Plusieurs boîtiers, on va dire. Mais oui, je sais, c'est Trump the Game, c'est une grosse affaire faite pour faire de l'argent plus que d'autres choses. Ouais, on sent qu'il y a de la passion derrière, là. Ouais. Je serais curieux de le jouer, en tout cas. Je serais curieux de l'essayer. Ouais, ok, ben merci pour tout ce truc-là, cette récapitulatif des jeux politiques, principalement des jeux politiques américains. Fait que très cool. JF, t'avais-tu peut-être un petit point à mentionner là-dessus? Ou? Non, pas particulièrement. Ben, c'est sûr que jeu de Trump, je ne sais pas. Hein, j'imagine que oui, il va en avoir, mais c'est parce que le problème, c'est que ça risque d'aller beaucoup du côté humour, party game, je pense. Je sais pas si on peut vraiment faire un jeu politique sérieux avec Trump. Je pense pas. Parce que des jeux d'humour, il y en a déjà plein avec Trump, là, pis sa face dessus. Là. Ouais, mais c'est ce que je vois le mieux avec ce genre de double-là. Un vrai jeu de politique là, avec Trump. Si le côté de Trump a le droit de tricher, fine, mais il faut que ce soit symétrique. T'sais. Ben, tu vois que ça, c'est intéressant quand même là, de voir comment justement la politique se transforme avec le temps aussi, hein, et les différents médias. Super, fait que ben merci beaucoup Pierre, c'était l'introduction du party, ça start bien les choses et on va accueillir dans quelques instants notre première invitée pour ce party de fin de saison. On va juste confirmer avec elle que c'est correct, on est live mais tu sais c'est pas tac 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 comme la grande messe là, c'est un peu plus freestyle, donc je vais l'inviter.
Alors, je l'invite présentement à se joindre à nous. Il s'agit de Elsa de Ludipsy, Psyludique. Nous l'avons vu déjà plusieurs fois à la Grande Messe. Eh bien, aujourd'hui, elle sera là pour le party de fin de saison de Balado Ludique. Donc, ben, Elsa, merci beaucoup de te joindre à nous. On t'avait déjà présenté un peu, mais on va le faire. On va refaire un petit présentation aussi pour le bienfait des gens qui n'auraient pas suivi la Grande Messe ou des gens qui sont moins au fait avec nos autres projets. T'as parti pendant le confinement là, une chaîne, un réseau, pas un réseau, là, une chaîne, je sais pas comment appeler ça, ces affaires-là, mais un média indépendant sur le jeu de société, ça s'appelle Ludipsy, principalement là, pour mettre ton angle de spécialiste de la psychologie avec le jeu. Si tu veux peut-être nous résumer ça un peu dans tes mots. Oui, oui. Dans le fond, moi, j'appelle ça une plateforme parce que moi non plus, j'ai pas trouvé tant de mots pour expliquer ça. Mais bon, la plateforme Ludipsy, au départ, c'était un blog sur lequel je voulais parler de santé mentale, de bien-être, parce que je suis psychologue de profession, fait que c'est une de mes passions. Puis de jeux, de ludification. Donc, j'incluais jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle. Puis dans le fond, c'est ça, c'est parti d'un blog où j'écrivais des articles, ça a grandi sous forme de podcast. Et là, c'est rendu avec la chaîne YouTube Ludipsy, sur lequel je fais plein de petits projets. Là, je pense que je vais vraiment selon ma motivation. Je fais des entrevues, je fais des podcasts avec des concepteurs de jeux, je fais des analyses de jeux, ce que j'aime vraiment. Puis en ce moment, j'ai le projet La place des femmes dans le domaine du jeu. Puis, je rencontre plein de femmes qui sont impliquées dans le domaine du jeu, soit comme joueuses, soit comme conceptrices de jeux, soit comme créatrices de contenu. Puis, dans le fond, je présente leur parcours, puis on discute ensemble là, durant une trentaine de minutes. Mais oui, c'est un projet vraiment, Ok. vraiment intéressant, celui-là. Là. D'ailleurs, disponible sur ta chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook. Je pense que toutes les publications sont là, donc n'hésitez pas à aller dropper un petit follow pour cette nouvelle venue, mais qui crée vraiment beaucoup de contenu, puis avec beaucoup de régularité là, depuis le mois de mars, si je me souviens bien. Là. Oui, oui, j'ai commencé ça, c'est mon projet de confinement. Puis, bon, le confinement reste, fait que le projet est resté aussi avec. Très, très cool. Donc, ben, merci d'être là aujourd'hui pour le party de fin de saison, Beach Party, balado ludique. Beach party. Ouais, c'est ça, exact. Là, on était comme. Ben, en même temps, il fait chaud dehors, il fait beau, donc ça tombait Ouais, bien. vraiment. Meilleure journée pour ça. Ben ouais, meilleure journée pour être dans un sous-sol pendant 12 heures, parfait. Pierre, lui, il est comme, ben, moi, j'ai pas bougé depuis le début du confinement. Donc, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui comme sujet? On sait que c'est un sujet qu'on connaît pas, donc on va te laisser nous présenter ça et nous présenter la forme que tu veux que la discussion ait par la suite. Là. Ouais. Oui, non, je trouve intriguant le élément surprise. Là, juste pour ramener un peu avec les problèmes techniques, mon ordinateur, ça fait 2 fois qu'il redémarre. Là, je suis sur mon cellulaire, d'où je me vois pas, fait que comme je suis peut-être dans un angle un peu étrange. Là. Ça se peut que vous me voyez pitonner en même temps, c'est parce que j'ai besoin de mon Ta ordinateur. présentation PowerPoint, c'est ça? Ouais, je m'étais fait des petits points, genre, puis des mots-clés, mais bon, Oups. Le vive live, hein? Ben l'improvisation. ouais, non, c'est ça, C'est exact. ça. Le live, l'impro. Donc, c'est ça. Non, ces temps-ci, avec mon projet La place des femmes dans le domaine du jeu, puis des discussions avec différentes femmes, ainsi que, dans le fond, d'autres discussions sur les forums. Tu sais, il y a plein de groupes vraiment de joueurs, de chroniqueurs, de concepteurs de jeux. Puis des fois, il y a des petites questions qui ressortent. Puis, au fur et à mesure, ça m'est venu à réfléchir à certains concepts. Et aujourd'hui, je pense que ça pourrait être intéressant, puis je trouve ça intéressant que avec qui je vais pouvoir discuter avec vous, de discuter des jeux de société puis des sujets tabous. Puis essayer de... Là, vous venez de parler en plus de jeux politiques et autres, là, donc ça va être intéressant. Mais dans le fond, à travers les petites recherches que j'ai faites, je voyais qu'il y avait des sujets qui étaient comme vraiment plus tabous dans les jeux de société particulièrement, qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, séries télé, autres contenus de divertissement, mais que dans les jeux de société, il y avait comme une certaine réticence à aborder ces thématiques-là.
Je parle, par exemple, tout ce qui concerne la sexualité, tout ce qui concerne la mort, tout ce qui concerne la souffrance, la santé physique, la santé mentale, le suicide, etc. Ou la diversité de genre et la place des femmes, notamment. Et c'est ça, j'essayais d'aborder un peu, puis voir comment les gens se sentaient par rapport à ça. Puis il y avait vraiment des discours discordants ou assez dichotomiques. Des gens qui sont comme oui, pro-sensibilisation, puis des gens qui disent non, le jeu, c'est fait pour avoir du fun. Suicide égale pas le fun. Parler de sexisme égale pas le fun. Fait que c'est comme s'il y avait cette distance-là qui se faisait. Puis de ce que j'observais, après ça, les jeux qui abordaient ces sujets-là un peu plus tabous étaient comme divisés en 3 catégories. Soit les jeux vraiment humoristiques, genre le style jeu, qui ont fait son extension, je pense, sexe et bouffe. Donc là, on est vraiment dans un extrême. Là. On rit, on parle de sexualité, mais dans le extrême, genre, il y a plus de tabou, mais c'est juste ridiculisé. C'est sûr qu'il y a les jeux qui vont parler de certains sujets tabous, mais sous une forme un peu plus ironique, cynique, donc l'humour noir. Par exemple, j'observais le jeu... c'est là que mes notes auraient été utiles. Là. J'avais observé le jeu, je pense, La Petite Mort. La Petite Mort, hein, c'est ça. Ouais. Où au final, l'objectif, c'est de tuer du monde. Puis il faisait un des personnages à tuer, c'est exemple Kurt Cobain. C'est ça, oui. Puis dans le fond, lui, c'est un personnage avec des tendances suicidaires. Puis là, genre, faut que tu arrives à le mener, à le tuer. Fait que on aborde le suicide, mais vraiment, c'est une forme humour noir, ironique. Ou, de l'autre côté, il y avait les jeux qu'on va appeler les jeux sérieux, puis les jeux, souvent, qui sont associés à des jeux plates ou éducatifs. Fait que c'est comme si c'était difficile de mettre des sujets tabous, mais avec ce qu'on pourrait catégoriser de bons jeux. Tu sais, que les jeux que... Ce soit un vrai jeu, là, tu sais. Un vrai jeu, c'est ça. Là, je mets plein de guillemets parce qu'on est vraiment dans les définitions, là, mais d'un vrai jeu. Puis là, à travers ça, je me posais un peu la question, ben, est-ce que c'est possible? C'est une grosse question, là, mais est-ce que c'est possible d'aborder des sujets tabous comme la sexualité, la violence, la souffrance, la santé mentale, la santé physique, la maladie, la mort, mais dans des vrais jeux? Ça m'a poussé à faire un peu mes recherches de mon côté. J'ai découvert plein de jeux vraiment intéressants que je connaissais pas en fouillant un peu sur les forums. Il y en a que je connaissais. Puis, ceux-là, je voulais discuter un peu avec vous, avoir votre opinion là-dessus, mais aussi voir de votre côté qu'est-ce que vous en pensiez, parce que vous êtes en plein là-dedans. Puis de voir aussi, tu sais, un vrai jeu, est-ce que de nos jours, c'est possible d'aborder, par exemple, le suicide? Est-ce que c'est possible d'aborder un jeu qui parlerait de la souffrance, mais que ça serait un jeu, donc on aurait du plaisir, puis ça serait pas nécessairement un jeu éducatif ou historique. Dans les jeux... Oui, je vais laisser la parole. Plein de choses à dire. Simon, tu peux y aller? Ben, en fait, je voulais juste vraiment saluer le sujet. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est vraiment une des raisons pourquoi Balado Ludique existe, justement, qu'on puisse parler de ça. Je pense que c'est vraiment un sujet très cool. J'ai vu dans le chat, d'ailleurs, plusieurs noms qui ont été nommés. Je vais en nommer quelques-uns, on va pouvoir y revenir. Mais Danny, Freedom, This War of Mine, Train... C'est ça, exact. Il y en a quand même quelques-uns, j'imagine. Il y en a plusieurs autres qui vont se faire nommer au cours du temps. Mettons parce que c'est très large, qu'est-ce que tu nous apportes, c'est super. Là. Bon, on pourrait faire une saison complète là-dessus, pratiquement. Là. Donc, peut-être prendre juste la première question que tu avais posée, qui était est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut en tant que joueur ou en tant qu'analyste ou en tant que peu importe qui dans l'industrie du jeu? Et répondre peut-être justement à l'argument ou non de les jeux c'est fait pour avoir du plaisir, donc tu sais si je m'en vais jouer à un jeu plus dark, ben ça va un peu pas gâcher mon plaisir, mais mettre ça un peu plus dommageable. Ouais. Donc ben GF, t'avais l'air d'être prêt à y aller. Ouais, bon sujet, je suis super intéressé d'en parler parce que c'est assez actuel à mon sens. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Et on le voit de plus en plus dans le jeu de société, mais c'est pas encore la norme. Je dirais qu'en jeu vidéo, ça fait pas si longtemps que les jeux sérieux existent. C'est quand même une trend là, qui vient des 10 dernières années pas mal. Puis, à cause de ça, on s'est un peu distancié des jeux éducatifs.
Puis les jeux éducatifs en jeu de société, c'est un peu problématique pour justement les raisons qu'on a nommées. C'est on veut un jeu pour avoir du fun, pas pour apprendre des choses, tu sais. Oui, c'est le fun si on apprend des choses, mais on veut avoir du fun en premier. Je sais pas pourquoi le jeu vidéo, c'est plus facile. Peut-être le coût, acheter un jeu, c'est peut-être moins cher, un jeu sérieux comme ça. Je sais pas vraiment pourquoi c'est plus commun, mais on voit dans le jeu vidéo, il y a cette trend-là qui est là, qui est de plus en plus forte. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'en vient dans le jeu de société, mais c'est ça. Comment on parle de suicide de façon sérieuse, si on veut, sans aller dans les sans aller dans les deux premières catégories, parce que rigolo, humour, moi, c'est tout ce que je vois en ce moment, principalement, là, c'est ce qu'il y a le plus, puis je pense aussi à privacy, d'une certaine façon, là, privacy, où on se pose justement des questions un peu sensibles. Mais c'est ça, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques jeux qui l'ont fait. Simon mentionné tantôt, une personne dans notre chat a mentionné Freedom, c'est Freedom the Underground Railroad, qui est un jeu dans lequel nous allons aider les esclavagistes noirs à traverser vers le nord des États-Unis. Juste les esclaves, pas les esclavagistes, en fait. Oui, les esclaves, pardon. Poussez-vous! Donc, notre but, c'est de faire traverser ces esclaves-là, les lignes, puis bon, tous les endroits où c'était gardé. Donc, jeu sérieux, je pense, un sujet quand même assez lourd, mais malgré tout, le jeu, c'est un jeu coop, c'est un jeu massif, là, dans le sens que c'est un jeu de 2-3 heures, puis ça prend du temps, puis ça ressemble à un vrai jeu de stratégie, si on veut. Fait qu'on est là, mais c'est sûr que le sujet est vraiment touché. Je pense que ça s'en vient, encore une fois, c'est juste... Il faut falloir voir c'est qui le public pour ça. Il faut falloir voir c'est qui le public pour ça, parce que le jeu de société, c'est vraiment lié au... dans le fond, il faut que tu fasses des ventes, là, dans le sens que c'est vraiment risqué de faire un jeu. Fait que si tu fais un jeu sérieux qui pousse un peu les limites comme ça, est-ce que tu vas être capable de le rentabiliser? Est-ce que tu vas être capable de le vendre assez? Est-ce qu'il y a un public pour ça? C'est surtout ça la question, parce que dès qu'il y a un public pour quelque chose, les jeux de société vont s'y mettre. Mais quand c'est pas encore un terrain connu, qu'il faut défricher un peu le terrain, ça prend plus de temps, ça peut être plus risqué, puis ça peut être plus long. Ça peut être plus long avant que ça se fasse. Encore une fois, moi, je pense que tout va passer par la rentabilité, mais je pense que notre mentalité par rapport aux jeux de société éducatifs est en train de changer. Puis justement, on arrête de faire des jeux éducatifs, puis on fait des jeux de société à saveur éducative, ce qui est vraiment pas la même chose. Pour moi, puis on est en train de faire cette transition-là parce qu'on se rend compte que les jeux éducatifs, il y a une certaine limite à ça. Fait qu'on voudrait ouvrir le jeu éducatif, pas juste à ceux qui veulent un jeu éducatif, mais à tout le monde, même ceux qui veulent juste jouer à des jeux. Donc, entre ça, c'est mon avis, là. Je pense qu'en effet, c'est difficile, mais que de plus en plus, ça s'en vient. Puis, plus il va y avoir une demande pour ça, plus il va en exister. Super. Est-ce que Elsa, tu voulais dire un petit truc là-dessus? Ou peut-être juste réagir un petit peu. Je réagis. Mais oui, non, je suis en accord avec toi. Je trouve ça très intéressant, les points que tu amènes, notamment par rapport aux jeux éducatifs puis aux jeux qui pourraient avoir une saveur éducative. J'observe beaucoup qu'il y a vraiment comme une forme de réticence par rapport aux jeux éducatifs. Puis en même temps, il y a plein de terminologies aussi. Là. Il y a des gens qui vont catégoriser un jeu éducatif, là, un jeu sérieux. Puis là, c'est rendu avec plein d'autres titres de jeux. Mais oui, sinon, un autre petit commentaire, c'est vraiment génial à ceux qui écrivent là, dans les commentaires. Là, j'ai noté comme plein de noms de jeux que j'avais pas identifiés. Donc, c'est vraiment génial. Super. Pierre, est-ce que tu veux y aller, continuer sur cette lancée, répondre un peu à ta vision de cette question? Ben, ouais. Ah oui, il faut que je réponde tout de suite. Oui, sujet intéressant, effectivement, sujet qui ne date pas d'hier. Les tabous dans les jeux de société sont quand même choses qui sont de leur époque. Je pense aux Allemands, par exemple, qui n'ont, si vous remarquez, quand vous allez regarder la production de jeux de société allemands des 20 dernières années, et je dirais même des 50 dernières années, les jeux de société allemands ne parlent jamais de guerre. De guerre, je dirais,
à grande échelle. Il y en a qui vont faire exception. Je pense à Wallenstein, par exemple, qui est un jeu de société qui retrace la guerre de 30 ans, des années 1700, 1600-1700. Mais c'est une autre époque, donc les Allemands peuvent moins se rattacher à ça, mais n'importe quel jeu allemand qui va parler de Deuxième Guerre mondiale va être immédiatement sanctionné avant même d'être sorti, parce que ça veut pas, les Allemands ne veulent pas se faire rater leur passé nazi et leur passé vraiment inhumain, je dirais. Et il y a même des tabous qui étaient moins tabous. On parle tantôt de suicide et d'éducation, ben, ça allait de pair. Et il y a 150 ans, avec la première version du jeu Destin. Parce que l'auteur de Destin, qui est nul autre que l'homme qui a donné son nom à la compagnie qui a fait Destin, Milton Bradley, lorsqu'il a créé Destin, c'était son premier jeu qu'il a créé. Avant de se lancer dans les jeux de société, M. Bradley faisait dans le portrait. Il faisait le portrait d'Abraham Lincoln. Il a fait plein de bustes d'Abraham Lincoln. Mais quand Abraham Lincoln est devenu président, il a décidé de se faire pousser la barbe. Les bustes d'Abraham Lincoln que M. Bradley faisait n'avaient pas de barbe. Alors, il a fait faillite à cause de ça. On n'achetait plus de bustes d'Abraham Lincoln sans barbe. Et ça a vraiment une dépression très profonde, immensément profonde, à un point tel que ça l'a déteint dans la création de son jeu Société de Destin. Quand il a fait son jeu Société de Destin, il y avait une case dans la première version qui était suicide. Avec une corde. Oh, c'est choquant. Ça, c'est choquant. C'est gratuit. Donc, ça reflétait la psyché de l'homme dans son jeu, son état d'esprit, malgré le fait que son jeu l'a sauvé et qu'il l'a amené dans une nouvelle fortune. Donc, ça vous donne l'ironie de la chose. Un sujet qui peut être tabou peut être salvateur pour un autre époque. Maintenant, il y a quand même des sujets tabous, je dirais, qui sont expérimentés de plus en plus dans les jeux de société dernièrement. Dans les 15-20 dernières années. On parlait tantôt, effectivement, Elsa, tu parlais de le style de jeu qui pousse ça à l'extrême. Mais il y a quand même des jeux sérieux qui jouent dans des contrées assez nébuleuses et morbides de l'échelle humaine. This War of Mine, effectivement, c'est un exemple assez retentissant. Mais je pense juste aux jeux, aux simulations d'escape room en jeu de société. Il y en a un qui a fait vraiment parler il y a 2 ans qui s'appelle Escape Tales The Awakening, où vous jouez le rôle d'un père qui doit rentrer dans un monde parallèle pour aller sauver l'âme de sa fille qui est dans le coma. Et puis, c'est immensément sombre comme jeu, et ça dure, c'est un escape room en boîte qui dure 4 heures de temps quand vous jouez. Alors, ça vous plonge littéralement dans un monde sombre, et vous sortez de là, et c'est très, très essoufflant. Vous sortez de là, vous avez l'impression que vous sortez d'un monde où vous étiez en train de suffoquer. Et les auteurs de ce jeu-là ont d'ailleurs récidivé avec un autre jeu, parce que Escape Tales, en fait, ça veut une série. Alors, leur nouveau, qui est sorti l'année dernière, s'appelle Escape Tales Low Memory. Donc, ça vous dit déjà la prémisse. On joue avec une perte de mémoire là-dedans. Donc, il faut essayer de retrouver la mémoire à travers les étapes du jeu. Et il y a des jeux plus fantaisistes, je vous dirais, mais qui naviguent quand même dans des contrées tabous. De moins en moins de tabous, mais par exemple, 2013, The Mushroom Eaters, que vous ne connaissez peut-être pas. Non. The Mushroom Eaters, un jeu où vous allez plonger dans un monde psychédélique après avoir bu une potion de pote. Et vous allez ensemble découvrir des chemins à parcourir. Un jeu fait par Nate Hayden, qui est un auteur vraiment connu pour faire des jeux qui sortent des sentiers battus dans leur thématique très, très sombre ou très, très tabou. Qui s'amuse même à faire des jeux de société sur
sur l'aspect gore des films d'horreur. C'est son thème préféré dans ses jeux. The Mushroom Eaters est un jeu qui a été un peu marginal dans sa production, mais qui reste quand même dans une lignée très pas paradoxale, mais plutôt une lignée provocante, je dirais, dans la thématique du jeu. Mhm. On voit à quel point le JF est complètement absorbé par la lecture de ce jeu. On sent déjà qu'il veut jouer. C'est magnifique. Je suis déjà dedans. C'est tellement bizarre comme plateau, c'est tellement... Oh my god. Ok. Mais là, c'est des mushrooms ou c'est du pot? Parce que c'est pas la même chose. Là. Ouais, mais tu sais, les gens... Hein. Liquéfié, en fait. On est dans dans ce jeu-là, on joue avec un chaman, puis c'est un jeu coop. Puis il y a un chaman qui nous guide dans le parcours d'initiation. Puis on est tous en train de célébrer les effets psychédéliques de ce qu'on prend. C'est des champignons. C'est les champignons, c'est ça. Ouais, viennent pas nous dire qu'ils hallucinent là, sur le pot, là. Ben là... Come on! Oui, fait que là, je vois dans le chat, je vais réagir un peu parce qu'il y a eu vraiment plein de bons points qui ont été mentionnés. Je voulais juste revenir peut-être sur tu sais, on parlait de jeux vidéo. Les jeux vidéo le font depuis un petit peu plus longtemps, mettons. Mais l'expérience d'un jeu vidéo... Je m'assois seul devant souvent, tu sais, puis je vais jouer à ce jeu qui est plus introspectif. Ça me permet de réfléchir, de refléter, tu sais, de penser. Mais les jeux de société, là, oui, il y a les jeux seuls, là, mettons qu'on va mettre de côté, mais souvent, c'est que là, tu te retrouves en groupe. Fait que de créer cette expérience introspective-là en groupe, on dirait que il y a peut-être un petit décalage qui est plus difficile à faire. Bon, This War of Mine le fait, mais This War of Mine, c'est un jeu vidéo qui a été adapté. Oui, il a été bien adapté puis tout, mais ça reste que c'est pas issu du monde du jeu de table. L'autre point que je voyais aussi, ça, c'est un sujet qui est plus de niche. Jeff parlait de l'argent tantôt, de tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt que dans le jeu de société, le hobby, pas le hobby, le indie, les compagnies indie sont pas encore aussi existantes et établies. Les niveaux de distribution alternatifs comme les print and play, les circuits courts, on les connaît moins, il n'y a pas ça. Et c'est ce genre de circuit-là qui permet de sortir des sentiers battus. D'ailleurs, on avait reçu à Zone Proto, là, c'était Anktropia, compagnie en France, là, petit éditeur qui vont sortir Which Side Are You On? Un gros jeu coopératif de 3 heures où tu joues différents mettons communautés d'immigrants aux États-Unis au début du siècle. Au début de l'ancien siècle, hein, bien entendu, du 19e, inspiré du livre La Jungle, qui montre vraiment comment dans les villes industrielles du début du siècle aux États-Unis, la vie pour les immigrants était de la marde totale, c'était vraiment horrible, là, dans les villes, les gens travaillaient dans les usines, c'était dégueu. Et ce jeu-là, tu sens ça, tu meurs, ta famille devient malade, c'est un jeu dramatique, en fait. Et je trouve que ça reprend un peu cette idée-là, l'idée de jouer un gros jeu lourd qui est difficile, mais de l'appuyer avec ce genre de thématique-là où tu sens que c'était vraiment l'idée derrière, c'est intéressant. Ça donne une autre... Ça bonifie l'expérience, mais c'est sûr que c'est pas le genre de jeu où tu t'amuses, où tu ris autour de la table, t'sais. Là, la question, c'est est-ce que s'amuser, rire, jouer à des jeux, quel est le pan à faire entre tout ça? Il y a plusieurs possibilités. Mon dernier commentaire sera, pour répondre au sinographe directement dans le chat, c'est que les jeux de rôle, particulièrement encore une fois les jeux de rôle indie, là, pas Donjon Dragon puis tout ça, mais les jeux, on va parler de LARP nordique, les Nordic LARP, des jeux de rôle suédois, genre un peu obscurs, mais qui est quand même un mouvement assez reconnu, explore ces enjeux-là, ces thématiques-là de façon très profonde en fait. Et il y a tous les sujets qu'on a nommés là peuvent être explorés à travers ces jeux-là. D'ailleurs, tu vas jouer, mettons, une rupture amoureuse, un couple qui est en train de se laisser, mais tu sais, au fil des années, comment est-ce que leur situation se désagrège. Donc, il y a plein de choses qui vont être explorées. Le jeu de société est un médium vraiment unique où toutes les règles sont au rendez-vous. Donc à voir, moi je veux qu'il y en ait plus. Je pense que ça va venir du fait que des gens vont faire des jeux peut-être un peu moins parfaits et élaborés que ce qu'on connaît, mais qui vont quand même donner l'expérience. Et là, j'ai pas le choix de terminer parce que ça a été aussi mentionné dans le chat avec Marie J. Tusson. On avait joué à un de ces roleplays dans le temps qui était un roleplay où tu incarnais un journaliste dans une zone en quarantaine.
Donc vraiment très cool, puis ça se joue par vidéo, par caméra vidéo. Mais là, un jeu de société qu'on n'a malheureusement pas joué qui s'appelle White, qui a l'air de traiter de sujets assez sombres aussi. Est-ce que le jeu remplit son mandat? Et ça, c'est qu'est-ce qu'il va falloir voir, parce que l'idée, c'est, on dirait que ces jeux-là viennent avec une pression de je suis pas juste un jeu, il faut que je représente un enjeu qui est plus grand que simplement un jeu. Tu sais, si tu fais un jeu, mettons, puis ça parle du suicide, mais là, tu vas te faire critiquer parce que tu n'as pas amené ça de la bonne façon. Puis il y a des gens qui vont s'opposer à ce que tu traites de sujets choc. Donc, il faut que tu aies un angle pratiquement. Et là, toi, tu étais bien placé. Mais on dirait qu'il faut pratiquement que ce soit backé par un travail psychologique derrière. Et ça met une pression sur les auteurs qui est comme, OK, est-ce que je veux m'aventurer là? Fait que j'ai déblatéré toutes mes notes d'une shot, là, mais je vais te redonner la parole, Elsa. Mhm. Non, c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai, si je reviens un peu sur le dernier aspect que tu as nommé, euh, sauf que au final, je compare un peu, peut-être que les gens vont pas être en accord, mais la conception de jeu à la rédaction d'un roman, par exemple. Ouais. Tu sais, tous les éléments qu'on va aller chercher, on va aller se renseigner, puis on va aller demander à différents experts ou différentes personnes qui s'y connaissent et qu'on aborde une thématique. Donc, on va faire un jeu juste sur un univers en science-fiction, bon, on va aller lire là-dessus. C'est un peu la même chose quand on aborde un sujet plus en santé physique ou santé mentale. C'est normal d'aller chercher les ressources nécessaires autour. Fait que j'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est mon petit conseil. Il ne faut pas avoir peur d'aborder la santé mentale puis ce qui touche à ça, que ce soit le suicide, l'anxiété, que ce soit la mort. Au final, ça reste qu'une grande partie, ça part de l'expérience personnelle, de ce qu'on observe. Puis le reste, il y a plein de professionnels qui sont facilement accessibles ou des ressources pour aller aider dans la conception. Comme Ludipsy, hein, bien entendu. C'est une belle plug, comme là, ça. J'ai dit des professionnels, mais oui, entre autres. Mais tu sais, il y a plein de gens aussi, sinon d'autres professionnels qui font de la consultation pour qu'on peut aller poser des questions. Les gens sont assez ouverts généralement, surtout dans le domaine de la relation d'aide. Mais je suis en accord, je pense que c'est JF qui nomme, je sais plus, Simon et JF, que vous avez nommé que tu sais, faudrait qu'il y en ait plus, puis c'est dommage que pour le moment, c'est pas encore mis de l'avant. Contrairement aux jeux vidéo, où est-ce que justement, au niveau des jeux indie, j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de financement, puis il y a pour le moment plus de public aussi, de public à aller chercher avec les jeux vidéo. Mais graduellement, de plus en plus, les jeux de société prennent leur place. Puis j'espère qu'avec ça, ça va permettre de justement aller aborder des sujets un peu plus tabous, mais sans nécessairement aborder ça d'une manière trop sérieuse ou trop éducative, mais sans non plus être juste dans l'humour noir ou l'humour extrême comme certains jeux de party. Je voulais, parfait. Je voulais juste ajouter un petit truc là, que Antoine a mentionné aussi pour les jeux sérieux. En jeu de société, c'est que le problème souvent, c'est que ça prend des legacy, là, dans le sens que, tu sais, en jeu sérieux, souvent, tu vas jouer au jeu, puis bon, tu vas avoir vécu l'expérience puis tout, mais après, il n'y a pas nécessairement de rejouabilité, tu sais. C'est sûr que là, les jeux sans rejouabilité, c'est une trend qui existe de plus en plus, fait que j'imagine que ça va aider peut-être des jeux sérieux à prendre cette trend-là, mais ça prend, tu sais, pas legacy, mais tu sais, si tu y joues juste une fois, tu sais que ça amène plein de contraintes aussi différentes dans la création du jeu. Donc, c'est un des obstacles aussi à traverser là, pour ces jeux-là. Des jeux que j'observais, en fait, la majorité des jeux que j'observais, c'est soit des jeux à deux, des jeux solo, dans le style des wargames, justement, qu'il y en a qui en nommaient tout à l'heure. Puis, c'est vrai que la rejouabilité n'est pas tant présente. Puis, ça reste aussi, il y a toute l'ambiance aussi à créer. J'ai l'impression que ce genre de jeu, il y a toujours comme peut-être une petite partie de préparation. Tu sais, généralement, quand on joue à un jeu, on n'a pas besoin de tant préparer l'ambiance ou autre, à moins qu'on fasse un jeu de rôle immersif. Mais quand on aborde, exemple, un jeu, je sais pas, dans la liste de jeux que j'avais trouvé, il y a un jeu, ça s'appelle Anxiety. Anxiété, pour être original. Puis dans le fond, c'est un jeu où ce que tu gères, ton personnage essaie de faire certaines missions, puis tu as des obstacles qui sont des symptômes de l'anxiété. Ben, c'est sûr que ce genre de jeu, si tu joues avec tes enfants ou avec des amis, ben, il y a toujours comme une petite partie de sensibilisation aussi, de préparation mentale à ça.
Mais il y a quand même des concepts assez originaux. Il y a un jeu que j'ai découvert que ça s'appelle 14 jours. Je sais pas si vous connaissez. C'est un Oui. jeu, dans le fond, où est-ce que ton objectif, c'est de planifier ta journée puis de faire toutes tes tâches de la journée, mais ton personnage a des migraines, comme sous forme de douleur chronique. Aïe, aïe, Tu aïe. dois essayer de fonctionner tout en gérant ta migraine. Ça, c'est. Je trouve ça intéressant. Je suis comme, ah, ben oui. On n'y pense pas, mais il y a des gens, effectivement, qui ont des douleurs chroniques puis qui doivent vivre avec ça au quotidien. Fait que dans le fond, les ennemis, au lieu d'être des ennemis imaginaires ou être des méchants ou des représentations humaines, c'est sous forme de symptômes de santé mentale ou de santé physique que finalement on peut avoir aussi au cours de notre vie. Ça aussi, je trouvais cette dynamique-là intéressante en dehors des jeux d'horreur. Parce qu'on voit souvent ça, Mansion of Madness, tous les jeux de l'univers Lovecraft, là, où est-ce qu'il y a de la madness, justement, il y a de la folie, puis il y a de la peur. Mais tu sais, vraiment, en dehors d'un jeu d'horreur, voir ça dans un jeu d'une autre thématique, je trouve ça intéressant. Effectivement, ouais, parce que c'est sûr que dans Mansion of Madness, on comprend le concept, mais c'est pas nécessairement une expérience qu'on vit, là, on le ressent pas tant que ça. Tu te dis au pire, tu vas mourir. C'est comme. Ouais, c'est ça. Tu sens pas le sérieux de la chose. Mais c'est des jeux, c'est ça, qui viennent avec une certaine pression derrière, comme je disais tantôt. C'est quand même drôle parce qu'on travaille en ce moment sur un jeu qui a pour objectif, et c'est ça aussi, hein, ces jeux-là, ils ont pour objectif de sensibiliser les jeunes face à la violence. Et c'est effectivement tout un défi, en fait, de mettre ça en forme sans que ça soit juste tu piges des cartes avec des questions, puis ça te dit, ben là, qu'est-ce que tu fais dans telle circonstance, mais aussi que ça soit capable de transmettre un message, mais un message qui est relativement ambigu. Pas ambigu, là, tu sais, c'est violent, c'est pas violent, mais les comportements à avoir face à la violence sont pas toujours clairs, c'est lequel dans telle situation que tu devrais avoir, surtout dans la vie d'un enfant de 10 ans. Donc, c'est aussi des sujets qui, tu dis, ça a une implication autre, fait qu'on dirait que t'as une responsabilité face à tes joueurs quand tu veux créer ces jeux-là. Ça vient qu'un engagement, bon, ça, ta responsabilité, c'est que le jeu soit le fun, mais là, il y a comme un deuxième niveau au-delà de ça qui t'oblige là, à t'assurer que ça soit bien transmis comme information. Fait que, ben, on va sûrement te contacter, là, Elsa, pour voir qu'est-ce que t'en penses, là. Yes. Super. Fait que je vais te laisser peut-être conclure là-dessus rapidement. Non, là, prends le temps de le faire. C'est ça, on a eu quelques problèmes techniques, fait qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais il n'y a rien de dramatique là-dessus. Alors je vais peut-être te laisser peut-être nous ouvrir ça sur une question finale ou. Oui, ok, ouvrir sur une question finale. Ah, bah c'est intéressant. Ben, dans le fond, l'objectif un peu, c'est d'en parler avec vous, voir votre opinion par rapport à ça. Puis, au final, la question reste assez une question un peu philosophique, là. Je ne sais pas si un jour on va vraiment réussir à répondre à cette question-là. Mais comme vous avez un peu nommé, j'ai l'impression, c'est à voir et à confirmer, mais j'ai l'impression que de plus en plus de concepteurs de jeux, designers et même les éditeurs, au final, prennent conscience aussi que certains sujets ou thématiques peuvent être abordés à travers les jeux de société comme véhicule de message, mais tout en gardant. Je pense qu'est-ce qui est beaucoup ressorti des discussions, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, que l'élément principal, c'est que ça engendre du plaisir. L'élément central reste le fun de jouer. Fait qu'on peut, j'ai l'impression qu'on peut avoir du fun à jouer à un sujet, à un jeu ayant un sujet sérieux, mais là, ça veut dire que la pression, peut-être, comme tu nommais, Simon, doit être aussi dans la mécanique du jeu. C'est que si on aborde un sujet sérieux ou tabou, la mécanique doit être vraiment bien faite, tandis que peut-être d'autres sujets, d'autres jeux, que la mécanique est un peu plus boboche, j'avais nommé, là, ou certaines lacunes. Mais parce que le sujet va être vraiment drôle, ben, les gens vont comme avoir moins de réticence à aller acheter le jeu, ou même les éditeurs vont moins de réticence à le présenter, à le vendre, puis les concepteurs vont avoir moins de réticence à le créer. Fait qu'il y a comme un espèce d'équilibre à trouver entre les deux, mais en espérant que autant les consommateurs que les
créateurs incluent un peu plus l'aspect sérieux dans leur conception. Mais ça, c'est tranquillement pas vite. Là, le jeu de société va faire de plus en plus sa place dans cette voie-là, je l'espère. Oui, ben c'est effectivement je pense qu'on espère toutes malgré tout. Là. C'est peut-être pas les jeux qu'on va sortir tous les soirs en famille là, pour jouer, mais tu veux voir le médium qui s'étend. Après, c'est la question de la saison 8 qu'on pourrait étaler là, éventuellement plus tard, mais est-ce que les jeux de société sont faits pour être n'importe quoi? T'sais, dans le sens, est-ce que tous les types de jeux vidéo peuvent être adaptés en jeux de société? Est-ce qu'on devrait prendre les séries télé en faire des jeux de société? Est-ce que c'est un médium qui se porte à toute expérience et à tout sujet? Ça sera à continuer de réfléchir, mais c'est sûr que les jeux qui traitent de thématiques plus sérieuses, on va dire, ben c'est rafraîchissant malgré tout. C'est quelque chose de nouveau, c'est une autre expérience de jeu, ça amène une autre perspective, puis des fois ça densifie aussi la richesse de l'expérience. D'ailleurs, quelqu'un mentionnait dans tout le flot de commentaires assez intéressant l'idée que les wargames, et même Elsa, tu l'as dit un peu tantôt, les wargames en général sont des jeux avec des sujets assez denses et sérieux dans lesquels il y a des milliers de morts et des conflits à l'échelle internationale. Et pourtant, c'est un genre qui est très populaire. Puis en plus, les gens qui jouent ces jeux-là ne les jouent pas purement pour les mécaniques, mais vraiment pour la thématique pratiquement. Oui, les mécaniques sont importantes puis ils se raffinent, mais c'est pas rare de voir des gens qui jouent à des wargames avec leur livre d'histoire à côté d'eux pour comparer et voir un peu dans des moments qu'est-ce qui se passait. Donc il existe déjà ce pan-là qui s'est comme pas développé nécessairement, puis on va le dire de même, à l'univers du suicide, qui est un peu moins glamour, mettons, pour les jeux. Là. C'est vrai. Si je peux me permettre de rajouter un petit quelque chose. Ben oui. Mais ce qui est intéressant sur les wargames, peut-être vous êtes tous au courant au final, mais c'est qu'au final, au départ, c'est quand même utilisé par les stratagèmes. C'est un style de jeu qui a été conçu à la base au niveau militaire pour concevoir, dans le fond, des stratégies d'action, qui a graduellement pris sa place. Puis on voit vraiment l'aspect, j'ai l'impression, de ce que j'observe de mon entourage qui joue à des wargames, c'est tout l'aspect stratégique et immersif qui vraiment se mettent à la place vraiment d'un commandant ou d'une armée, puis tout l'aspect d'essayer de... Ben, c'est ça, l'aspect un peu immersif, un peu comme le grandeur nature, mais qu'on retrouve vraiment à travers un jeu. Ce qui fait en sorte que le matériel en tant que tel est moins important, mais c'est vraiment plus l'immersion personnelle dans le style du jeu. Ça, c'est vraiment un style de jeu que je ne joue pas, mais que j'adore apprendre par rapport à ça pour tout ce qui est l'aspect personnel, puis toute l'implication émotionnelle et cognitive des joueurs. Là. C'est super intéressant. C'est vrai, effectivement. On dirait, vu que tu pars du réel puis tu vas dans le jeu, ça te donne... T'es émotionnellement engagé puis intellectuellement engagé à plus grande échelle. On parlait des jeux de politique tantôt. C'est un peu le même genre de situation, en fait. Là. Mm-hmm. Super. Ben, Elsa, merci beaucoup de t'être joint à nous et d'avoir amené un sujet si joyeux pour le party, Beach Party de fin de saison. N'hésitez pas là, à aller suivre Elsa sur tous les réseaux, hein, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram, j'imagine. Ouais. Super. Ben, merci. Excuse. Non, c'est ça. Vas-y. Et voilà, j'allais dire, retourner de merci. Merci à toi, Simon, de m'avoir invité. C'est vraiment c'est le fun. Puis je suis bien contente d'avoir parlé de ce sujet-là avec vous. Genre, c'est très stimulant cognitivement. Puis là, j'ai retenu plein de noms de jeux que j'allais explorer. Fait que j'ai bien hâte. Super. Donc, on se reparle très prochainement. Super. Bye. Bye. OK, alors, merci beaucoup. C'était vraiment cool hein, de parler des fois. C'est ça qui est le fun de ces épisodes-là, c'est qu'on peut vraiment varier les sujets, avoir des gens qui viennent de d'autres horizons, puis partager vraiment les connaissances avec nous. Mais tu vois, c'est un sujet super intéressant, mais j'aurais pas pensé l'amener. En réfléchissant à mes sujets, c'est pas un sujet que j'ai pensé, mais pourtant, je suis comme, il y a plein de choses à dire là-dessus.
Et effectivement, puis tu sais, on a juste vraiment là, gratté la Oui, surface de ce absolument. sujet. On le Absolument. sait là, que c'est sans fin, puis qu'on pourrait décortiquer ça en plein d'affaires. Puis dans le chat, d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de... Là, nous, on parlait un peu de... tu sais, de sujets plus tabous et tout ça, mais il y a eu plein de commentaires sur tu sais, le concept de sujets non appropriés, tu sais, de problèmes culturels, de jeux qui vieillissent mal, de mauvaises, tu sais, là, on va dire, mettons, d'hypersexualisation de la femme, qui est un sujet qui est là depuis longtemps, là, mais c'est toute cette autre branche qui est comme le politically correct des jeux de société en ce moment, tu sais, on va mettre un totem sur un jeu d'Amérindien, mais là, c'est pas le bon totem, fait que là, tu sais, c'est pas respectueux envers la culture à ce niveau-là, donc ça, c'est tout aussi un autre pan complètement du jeu, auquel le jeu de société sera de plus en plus soumis dans les prochaines années. En fait, le jeu vidéo est soumis à ça depuis longtemps. C'est déjà des sujets qu'on a, mais là, c'est de plus en plus fort. Et dans les jeux de société, ben, ça va ça va être de plus en plus présent. D'ailleurs, le mini commentaire sur le fait qu'il y a tellement de jeux sur le colonialisme, là. Il y en a tellement des jeux. Ouais, Mais tu sais, au final, c'est un sujet excessivement choquant, tu sais, quand on y pense, en tout cas pour certaines personnes. Fait que, bah, c'est ça. Donc, c'est toutes des choses à continuer de réfléchir et à continuer d'évaluer. Puis c'est ça, t'as raison, parce qu'on est dans cette mentalité d'essayer de voir où on dépasse, puis de retourner à un truc plus raisonnable, mais il faut dire que même, là on parlait de le studio au début, mais même les premières éditions de studio ont été censurées. Là. Il y a des cartes qui ont dû être enlevées parce que c'était trop sensible. Fait que oui, on peut aller dans n'importe quelle direction, mais tu vois qu'il y a encore des sujets, là, c'est comme... trucs. Tu parles de bébé, là, fais attention, parce que, en tout cas, il y a une couple de cartes qui a été censurée, fait qu'il faut quand même dire qu'il y a de la censure un peu partout, parce que n'importe quel jeu dans ce genre-là va faire attention à certaines choses là, qui peuvent se faire reprocher. Fait quand même, mais vu que c'est pris avec humour et tout ça, ben, la plupart des sujets y passent en général. Super. Ben, on approche bientôt la fin de l'épisode, mais là, il y a Gérald 4 qui se joint à nous directement dans le chat. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu sorti en 2020. On était comme des jeux en 2020, il n'y en a pas tant que ça, mais Gérald 4 en a sorti un avec le Scorpion masqué. Il s'agit de Master Word. Donc, beau jeu de mots, justement. Nice. J'avoue qu'au début, ce jeu-là, j'étais assez réticent. J'ai même joué une game ou deux, puis j'étais comme ah, tu sais, c'est cool, mais il me semble qu'il manque, tu sais, puis et dans le temps des fêtes, donc juste dans le COVID, excusez-moi, pas dans le temps des fêtes, dans le COVID, j'ai été chez des gens, oui, j'ai fait ça, je voulais pas le dire, mais bon, c'était dans la famille, c'était quand on avait le droit d'aller dans notre famille, et en fait, ça l'a très bien fonctionné dans la famille. Donc, Master Word, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on va essayer de deviner un mot maître, là, à la manière un peu du Mastermind. T'sais, donc, en guessant des mots. Et le maître des mots va nous dire si... un peu chaud ou froid. T'sais, est-ce que l'indice qu'on a donné, le mot est-ce que ça nous aide à trouver le mot qu'on cherche? Donc là, mettons, le mot qu'on cherche, c'est chien. C'est un mot quand même facile, mais des fois, ça n'a pas rapport. Et là, au début, on écrit la catégorie. On dit toujours la catégorie, c'est animal. Et bien là, dans le fond, on pourrait écrire mammifère, domestique et sous-marin. Marin. Et là, dans le fond, on a mis les 3 réponses comme ça. Et le maître mot va mettre des petits pouces à côté de la rangée en nous disant combien de mots nous aide à trouver notre indice. Combien de mots matchent avec notre indice? Donc, dans notre cas, ça serait mammifère et domestique, ça serait bon, et marin, non. Il nous mettrait 2 petits pouces, mais à la manière de Mastermind, il nous dirait pas c'est relié à quel des indices. Et donc, on va découler comme ça, jeu coopératif, on va découler les indices et essayer de trouver le maître mot. Alors, hey, merci 4Geek pour le lien dans le chat. Ça a très bien fonctionné justement en famille. J'ai joué avec ma femme, ma belle-sœur et mon beau-père. Et en fait, eux, ils voulaient plus arrêter. Là. Ils étaient rendus minuit et demi le soir. Là. Et il était méta. Il jouait le jeu méta. Il jouait le jeu comme quand tu veux. Dire, OK, non, mais là, on va mettre un mot qui n'a pas rapport avec celui-là. Donc ça, c'est vraiment le plaisir de ce jeu-là. C'est stratégique là, pour c'est jouer ça, exactement. C'est le plaisir de ça. Alors, ben merci, Gérald 4 d'être venu. Il est quand même tard. Là. Il est juste
7h30, 6h, il est 3h, il est 9h du soir en France. Merci beaucoup de nous dire un petit bonjour. Yes. Donc, messieurs, ça conclut déjà notre épisode 9 du party de fin de saison de Balado Ludique. C'est très chaud. Là, dans le fond... Ouais, ça passe très vite. Là, on a des petits problèmes de stream. Là. Je vois que ça lag, l'image lag et tout ça. Fait que dans le fond, on va juste arrêter le stream 2 minutes et on va reprendre tout de suite après avec l'épisode 10. Alors, restez là dans le chat parce qu'on revient dans à peu près moins de 5 minutes en fait. Fait qu'en même temps, on va finir l'épisode avant convenablement. Je vais mettre la musique de fin, tout. Hey, les Patreons, merci beaucoup, c'est grâce à vous, les Patreons, que nous existons. N'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Patreon/baladoludique et nous encourager. C'est très apprécié. C'est fini.